Je suis Clémence Lacour. Je suis responsable des relations institutionnelles pour la Fédération nationale Avenir et qualité de vie des personnes âgées, la FNACPA. Donc, on est une fédération qui représente des maisons de retraite et des gestionnaires de maisons de retraite et de services à domicile. On est strictement dans le champ de la gérontologie et on représente des structures qui sont privées à but non lucratif. Voilà. Voilà, je suis de formation juridique. Je vais intervenir sur texte, référence, jurisprudence et conseils, aligner projet d'établissement, projet de vie et contrat. Donc, cette intervention va être l'occasion de faire un état des lieux de la liberté d'aller et venir. Également, voir les moyens possibles pour favoriser cette liberté en maison de retraite. Et ensuite, balayer le risque juridique pour les établissements et donc ce par une analyse de la jurisprudence relative aux actions en responsabilité dont ils ont pu faire l'objet. Sur la crise, pour l'instant, il y a très peu de retours. En fait, il n'y a pas eu de retour. Il y a dû y avoir un arrêt du Conseil d'État, mais qui a plutôt validé les mesures de sécurité et qui ne s'est pas prononcé exactement sur la liberté d'aller et venir, mais sur le fait que les familles ne pouvaient pas entrer dans l'établissement. Et dans la mesure où des exceptions étaient prévues, dans certains cas, le Conseil d'État a validé en fait les mesures imposées par le gouvernement. Sur les fondements de la liberté d'aller et venir, c'est un droit fondamental. Il est garanti par les traités internationaux. Il est protégé par la Constitution de 1958 et la liberté d'aller et venir fait maintenant partie des droits et libertés qui sont spécialement rappelés par le Code de l'action sociale et des familles pour les usagers, c'est-à-dire les personnes accompagnées par les établissements et les services. Et enfin, il figure également à l'article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie. Dans le cadre des maisons de retraite, eh bien c'est le principe de liberté d'aller et venir qui prévaut. Ça veut dire, entendu strictement, qu'en principe, la maison de retraite doit s'abstenir d'apporter des restrictions à la liberté de mouvement de la personne. Plus largement, ça suppose aussi que l'établissement facilite la liberté de mouvement de la personne. Et ça, ce qui permet d'accréditer cette interprétation, ce sont deux choses. Pour commencer, déjà, la mission quand même des établissements et services, c'est la préservation de l'autonomie des personnes accompagnées et la liberté de mouvement, ça en fait partie. Et par ailleurs, très récemment, enfin plus récemment, ça remonte quand même à 2015, quand la loi d'adaptation de la société au vieillissement a introduit la fameuse annexe au contrat de séjour qui doit répertorier des éventuelles mesures restrictives de liberté. En réalité, le texte dit que l'annexe définit les mesures pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir sa liberté d'aller et venir, et ce n'est pas du tout anodin comme formulation. Pour autant, il y a une nécessité de concilier la liberté d'aller et venir des usagers avec les exigences liées au bon fonctionnement du service et à la vie collective, mais surtout l'exigence de sécurité des personnes accompagnées. En conséquence de quoi, bien, en pratique, on va trouver des restrictions au nom de la sécurité des personnes et ces restrictions vont pouvoir apparaître comme légitimes. Alors, c'est une situation qui est ambiguë au plan juridique, puisqu'on va attendre des directeurs qu'ils garantissent la sécurité et l'intégrité des personnes hébergées, y compris au moyen de mesures restrictives de liberté. Pour autant, ils ne sont pas légalement habilités à prendre de telles mesures. Alors, cette situation est rendue possible par le fait qu'on présume que les contraintes ont été acceptées par la personne, puisque son consentement, normalement, a été recherché au moment où elle est entrée en institution et également par rapport aux prestations qui lui sont proposées. Le problème, c'est que si la loi dit qu'il faut systématiquement rechercher le consentement, en revanche, elle ne pallie pas la situation où la personne concernée est inapte à exprimer une volonté éclairée et qu'elle ne bénéficie pas par ailleurs d'un représentant légal. Donc, on a quand même une zone grise assez vaste relativement aux personnes accompagnées.
on peut parler d'une absence en fait d'encadrement légal, pour autant, d'encadrement véritablement légal, pour autant, les restrictions à la liberté d'aller et venir ne se font pas de manière sauvage et elles sont encadrées par d'autres moyens, à commencer par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, également par le biais du contrôle du juge, et enfin, la loi d'adaptation de la société au vieillissement a également tenté de poser un cadre sur les restrictions de liberté. Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, elles réaffirment, de manière générale, elles réaffirment systématiquement le principe de liberté d'aller et venir des personnes hébergées et elles explicitent les cas où une restriction est envisageable. Donc celle qui est la plus poussée et qui est à l'origine de toutes les autres, c'est la conférence de consensus de 2004 qui pose un certain nombre de principes qu'il faut respecter dès l'instant où on se trouve dans une situation où une restriction de liberté doit être apportée. La contention, le cas spécifique de la contention, à la différence du secteur psychiatrique, il n'y a pas d'encadrement là non plus légal de la contention en gériatrie. Pour autant, elle bénéficie, elle, de recommandations de bonnes pratiques spécifiques. Et donc, l'ANAS, qui est maintenant la HAS, avait réalisé une évaluation des pratiques professionnelles en la matière. Et dans son rapport, limiter le risque de la contention physique de la personne âgée, qui date de 2000, elle prévoit un protocole précis qui intègre 10 recommandations, dont la fameuse nécessité d'une prescription médicale motivée toutes les 24 heures. Et donc ces 10 recommandations ne sont peut-être pas intégralement reprises, mais elles sont largement admises et elles sont quand même reprises dans les différentes recommandations qui ont suivi et qui abordent la question de la contention. Le deuxième moyen de régulation en fait des restrictions à la liberté d'aller et venir, c'est le contrôle du juge. Alors, c'est pas la liberté d'aller et venir, elle va être essentiellement appréhendée en jurisprudence à travers les actions en responsabilité à l'encontre des établissements. À la différence du champ psychiatrique, il n'y a quasiment aucune décision qui concerne directement les atteintes à la liberté d'aller et venir en maison de retraite. Donc en fait, elle va être examinée à travers ces actions en responsabilité. Et donc, à travers ces décisions, les juges reconnaissent le principe de liberté d'aller et venir. Ils rappellent régulièrement que les résidents en maison de retraite ont la liberté d'aller et venir. Ils vont admettre néanmoins l'existence de mesures restrictives de liberté et qu'ils vont considérer légitimes à condition qu'elles respectent un certain nombre de conditions. Donc, elles doivent être individualisées, elles doivent être nécessaires et proportionnées au risque encouru par la personne et à son besoin de protection. Et dans le cas contraire, il faut savoir que la restriction à la liberté d'aller et venir est susceptible d'être sanctionnée, y compris au plan pénal. Ainsi, la contention physique, associée à de l'enfermement, réalisée de manière systématique, sans prescription médicale, a été réprimée au titre des violences volontaires et également au titre des violences habituelles sur personnes vulnérables. Et sur le plan disciplinaire, le fait pour un aide-soignant de mettre en place une mesure de contention physique sur un résident sans prescription médicale et de l'empêcher de remonter sur son lit, en fait, il avait replié son lit, est constitutif d'une faute grave qui a justifié son licenciement. Enfin, dernière régulation des restrictions à la liberté d'aller et venir. Donc, elle a été mise en place par la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui prévoit en fait que les restrictions peuvent être prévues dans une annexe contractuelle qui précise en fait les mesures particulières pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Donc, c'est intéressant dans la mesure où ça formalise un cadre pour ces restrictions. Pour autant, ça laisse subsister l'absence de base juridique ferme aux restrictions de liberté d'aller et venir en maison de retraite, puisque l'absence de base légale demeure. Encore une fois, le texte dit expressément soutenir l'exercice de la liberté d'aller et venir. Il ne dit pas du tout qu'on va restreindre cette liberté.
Et par ailleurs, ça donne une base contractuelle, mais c'est une base qui est très fragile. Hein, c'est une annexe au contrat de séjour. Donc, ce sont des restrictions, là aussi, qui reposent sur le consentement, sur le contrat, et qui donc, c'est un moyen, un dispositif qui n'est pas utilisable, en fait, en présence de personnes qui sont inaptes à exprimer leur volonté, typiquement pour les gens qui sont déjà dans des unités fermées. Alors, comment faire pour favoriser la liberté d'aller et venir en maison de retraite? Ben pour cela, il faut, bon, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recette miracle. Et il faut vraiment trouver un point d'équilibre entre la liberté, la sécurité. Et tout ça, ça va dépendre du projet d'établissement, des moyens dont il dispose, de la population qui l'héberge et puis ben, ultimement des individus eux-mêmes, puisque c'est vraiment, ça doit être individualisé. Donc il y a quelques moyens, quelques dispositifs à actionner pour favoriser la liberté d'aller et venir. Donc déjà, il va falloir qu'il y ait une cohérence entre les documents, les outils de la loi de 2002. Il faut évidemment qu'il y ait une information des personnes accompagnées et de leurs familles. Il ne faut pas qu'il y ait de surprise, surtout du côté des familles. Et il faut enfin que toutes les décisions qui concernent l'accompagnement de la personne soient documentées, tracées. Il faut également maîtriser sa politique d'admission. Et enfin, rien n'empêche de s'inspirer des recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui proposent des protocoles pour prendre des décisions dans les situations de tension entre des exigences contradictoires. Au niveau de la cohérence, le projet d'établissement ou de service doit intégrer une réflexion sur la liberté d'aller et venir et il doit déterminer les principes d'intervention communs qui vont en fait influencer ensuite sur les modalités concrètes d'intervention des professionnels auprès des personnes hébergées. C'est vraiment le projet d'établissement qui donne des repères aux professionnels dans l'exercice de leur activité et qui permet d'expliciter les choix qui vont être opérés par l'équipe lorsqu'ils vont être dans des cas de tension entre différentes exigences. Et donc, il faut préalablement poser, prendre le temps de réfléchir à la liberté d'aller et venir et vraiment donner des points de repère aux professionnels préalables pour qu'ils ne soient pas démunis lorsque les situations apparaissent. Ensuite, le projet d'établissement va se décliner, là c'est pour ça qu'on parle vraiment de cohérence, va se décliner dans les autres outils et outils qui doivent être en cohérence avec lui. Donc il va falloir retrouver cela dans le livret d'accueil, dans le règlement de fonctionnement, dans le contrat de séjour et ultimement dans le projet personnalisé qui est de la personne. Et les juges sont attentifs à cette cohérence dans l'accompagnement des personnes. Il faut être clair sur ses pratiques en matière de sécurité et de liberté, tant auprès des résidents qu'auprès des familles. Après, il y a des recommandations, il y a des ouvrages qui concernent la rédaction du projet d'établissement et ensuite sa déclinaison dans les différents outils. Je pense après que soit l'établissement peut se lancer avec l'aide en fait de ces conseils, soit également il peut faire appel à des aides extérieures qui peuvent l'aider à rédiger le projet d'établissement. Après qu'il le fasse lui ou qu'il le fasse avec une aide extérieure, il y a quand même toute une procédure, tout un protocole autour de la rédaction du projet d'établissement. Alors la personne accompagnée et ses proches, là c'est pour le volet information, doivent être informés du projet d'établissement, ils doivent être associés au projet personnalisé. Ça doit être documenté, tracé dans le contrat de séjour, dans le projet personnalisé, dans le dossier du résident. Et il en va de même aussi pour toutes les décisions d'adaptation des prestations ou même de refus de ces prestations par le résident, parce que les prestations sont offertes, elles ne sont pas imposées et on peut avoir des résidents qui refusent certaines prestations. Donc, il ne faut pas chercher à le forcer. Par contre, il faut vraiment documenter, tracer son refus et le mettre dans son dossier. Par exemple, on a une personne, j'ai un exemple, parce qu'encore une fois, moi, on n'est pas directement gestionnaire, hein, nous, on représente les établissements et donc ce que je vous dis, ce sont des choses qui remontent, des questions qui remontent du terrain. Non, pardon, refusait en fait tout projet personnalisé, ça l'embêtait, il n'avait pas envie de se fatiguer avec ça. Et donc, la question, c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait.
Est-ce qu'on le force? Est-ce qu'on rédige un projet personnalisé sans lui? Est-ce que quoi? Donc, en réalité, le projet personnalisé, c'est pour le résident, hein, c'est pas pour, c'est pour lui avant tout. Donc, on peut pas non plus. C'est quelque chose qui lui est offert, mais ça ne peut pas lui être. Ce n'est pas une obligation à aucun moment. Et donc, l'établissement doit documenter, tracer ce refus, le mettre dans son dossier. Et il faut savoir que l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie prévoit justement que la personne peut refuser des prestations. Cet article a une... les juges tiennent compte de cet article des fois, tiennent compte de cet article lorsqu'ils examinent une éventuelle action en responsabilité contre les établissements, en fait. Et ils voient que ça a été proposé, refusé, et que tout cela est tracé. Autre moyen pour favoriser la liberté d'aller et venir, c'est vraiment maîtriser sa politique d'admission. Alors, ce n'est pas exactement un moyen pour pour favoriser la liberté d'aller et venir, mais c'est en tout cas un moyen pour ne pas être pris au dépourvu. L'établissement doit savoir renoncer à accueillir des individus qu'il n'a pas les moyens d'accompagner au regard de leurs troubles. C'est-à-dire qu'accueillir délibérément une personne dont on ne peut pas assurer la surveillance requise par son état, ça va constituer une faute qui va engager sa responsabilité civile. Parce qu'en fait, l'établissement va se mettre dans une situation où il ne va pas être en mesure de remplir son obligation de sécurité de moyens. On y reviendra. Donc, il est impératif en fait de maîtriser sa politique d'admission et de préciser les critères d'admission dans son projet d'établissement. Et lorsque l'état de la personne va se dégrader ultérieurement, parce qu'on peut souvent, on accueille une personne qui est relativement autonome, qui se déplace seule, qui ne fait pas de chute, et puis il peut arriver que son état se dégrade après, durant l'hébergement. Eh bien, il faut savoir que le Code de l'action sociale et des familles prévoit que lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions d'admission prévues par l'établissement, eh bien, ça peut constituer un motif de résiliation du contrat de séjour. Donc là, on retrouve encore cette notion de cohérence. Il faut qu'il y ait une cohérence aussi entre les moyens dont dispose l'établissement pour accompagner les personnes et puis l'état de santé de cette personne. Et tout ça est précisé dans les documents qui sont présentés à la personne et son représentant au départ. Tout à fait, oui. Alors, il faut que ce soit précisé, ça c'est sûr. Encore une fois, il y a cette question d'information. Il faut que les conditions d'admission, les critères d'admission soient clairs. Il faut ensuite que les motifs de résiliation soient clairs et évidemment que les personnes et sa famille en aient été informées. Enfin, on peut citer les recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui peuvent fournir un cadre assez intéressant d'aide à la décision lorsque l'établissement se retrouve dans une situation où il y a tension entre deux exigences de sécurité notamment et exigences de liberté. Exemple, le Covid. Exemple Covid. Par exemple, voilà. Et donc, la recommandation de bonne pratique professionnelle, qualité de vie en EHPAD, volet 4, justement, donne toute une ligne de conduite lorsque une telle situation se présente. Et donc, ça peut donner, en fait, ça peut donner un appui, en fait, pour essayer ça donne des pistes de solutions pour affronter cette situation dans le respect des exigences de sécurité, mais aussi et surtout des exigences de liberté de la personne. Donc, deuxième point, c'est la responsabilité que peut éventuellement encourir l'établissement. Quel risque juridique pour les maisons de retraite? Alors, les directeurs craignent les actions en responsabilité si un dommage survient aux résidents, et ils ont bien raison parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus à craindre d'une action en responsabilité pour violation de leur obligation de sécurité que pour violation de la liberté des personnes hébergées. Bon, ça vient du fait que les premiers intéressés des personnes âgées agissent rarement, ou voire pas du tout, et qu'en revanche, à la manœuvre, eh bien, on va avoir leurs proches
qui sont avec les meilleures intentions du monde, qui vont évidemment réagir beaucoup plus violemment si un dommage survient à la personne vulnérable de leur entourage. Alors maintenant, il faut quand même garder en tête que la personne âgée, ça demeure un citoyen, adulte, autonome, responsable aux yeux du droit, sauf exception légale, et que l'obligation de sécurité à la charge des maisons de retraite est une obligation de moyens, ce n'est pas une obligation de résultat. Donc à partir de 18 ans, on est majeur, on est capable de tous les actes de la vie civile et on est libre de décider de son mode de vie. Et cette condition civile n'a pas d'âge. Alors, évidemment, dans certains cas, en raison d'un besoin de protection, la loi va admettre qu'on représente une personne ou qu'on décide à sa place. Mais ce sont des exceptions qui sont légalement encadrées. Et donc, en dehors de ces cas-là, on a affaire à une personne qui est en principe autonome. Et donc, le principe demeure voilà, de la capacité civile, de l'autonomie pour un certain nombre de personnes qui sont hébergées en maison de retraite. Par ailleurs, il faut aussi garder en tête que la personne âgée demeure responsable au plan civil, même lorsqu'elle est sous tutelle. Alors ça peut paraître injuste de prime abord, mais en réalité, c'est fondamental parce que autonomie et responsabilité, c'est les deux facettes d'une même pièce. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la jurisprudence ne reconnaît pas de responsabilité du fait d'autrui à la charge de la maison de retraite. Parce que reconnaître une responsabilité du fait d'autrui, ça veut dire qu'on admettrait que la maison de retraite soit responsable des agissements et ait la maîtrise du mode de vie de la personne âgée. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour cela que jusque-là, la jurisprudence a toujours refusé, en fait, en dehors du cas de l'arrêt Bic qui concernait une personne mineure et en situation de handicap, a toujours refusé en fait de reconnaître une responsabilité pour le fait d'autrui à la charge des maisons de retraite. Voilà, donc en fait la personne âgée demeure responsable au plan civil. Et pour ça, on avait eu justement une question qui avait remonté. C'était un EHPAD qui était embêté parce qu'il était en difficulté avec la SNCF. Une dame résidente dans cet EHPAD, en fait, avait l'habitude de se promener. Hein, donc, c'était un EHPAD qui laisse libre de circuler les personnes. Mais là, elle s'était un peu éloignée de ses circuits habituels et elle s'était approchée d'une voie ferrée. Et donc, ça avait obligé les trains à ralentir. Et donc, du coup, la SNCF a recherché, donc a dû dédommager les usagers des transports pour les retards accumulés. Et ensuite a recherché la responsabilité, mais d'abord du tuteur, parce que cette dame était sous tutelle. Et donc, le tuteur, et donc ils sont allés voir le juge des tutelles qui a dit ah non, le tuteur, lui, il n'a pas la maîtrise du mode de vie du majeur, il n'est pas responsable. Allez voir l'établissement. C'est quand même le juge qui a dit ça. Ah oui. Voilà. Et l'établissement était bien embêté parce que, bon, au début, la SNCF a demandé beaucoup d'argent, puis après, il demandait une somme beaucoup plus raisonnable, mais bon, par principe, il ne voulait quand même pas payer parce qu'il ne se sentait pas responsable. Et a raison. A raison parce que, encore une fois, justement, l'établissement n'a pas la maîtrise du mode de vie des majeurs. Et donc, il n'est pas responsable du fait des personnes dans l'établissement. Et donc, si une personne âgée, par exemple, en blesse une autre dans le cadre de l'établissement, ce n'est pas la responsabilité de l'établissement qui doit être recherchée, mais la responsabilité de la personne âgée, même si elle l'a blessée dans le cadre, alors même qu'elle avait une altération de ses facultés cognitives, elle demeure responsable au plan civil. Donc, il faut s'assurer d'ailleurs quand on admet une personne en établissement qu'elle soit bien assurée. L'autre chose à garder en tête, c'est que les établissements n'ont qu'une obligation civile de sécurité qui est de moyens. Hein, donc ça va quand même toujours dans le sens de donner plus de liberté, parce que l'obligation de sécurité à la charge de l'établissement n'est qu'une obligation de moyens, pas de résultats. Ça signifie en fait que du coup, la seule constatation de la violation de l'obligation de sécurité ne va pas suffire à engager la responsabilité civile de l'établissement. Il va falloir rapporter la preuve d'une faute. Et donc, le juge va examiner si l'établissement a accompli les diligences normales au regard des moyens et des informations dont il dispose pour assurer la sécurité des résidents
Et ce n'est que s'il n'a pas mis en œuvre ces fameux moyens que sa responsabilité sera retenue. Et donc, pourquoi est-ce que c'est une obligation de moyens et non de résultats? Eh c'est justement à cause du principe de liberté de la personne accompagnée. Parce que la personne accompagnée a la liberté d'aller et venir, eh bien, une obligation de résultat serait une obligation de sécurité de résultat serait incompatible parce qu'elle rend forcément la liberté d'aller et venir, rend forcément le résultat incertain. Et ça, c'est de jurisprudence constante. Alors, en jurisprudence, lorsqu'on examine les différentes décisions, on voit que la connaissance que l'établissement avait préalablement de la personne est un critère déterminant. Le niveau d'information préalable, la connaissance du comportement de la personne âgée, ça va être vraiment déterminant de sa responsabilité ou non. Ainsi, dans différents arrêts, on voit régulièrement que lorsque l'établissement avait connaissance du comportement de la personne qui avait tendance à partir et qu'il n'avait pas pour autant pris les précautions suffisantes destinées justement à empêcher les sorties à l'improviste, eh bien, ça va être constitutif d'une faute qui va engager sa responsabilité civile. Voilà, parce qu'il n'aura pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de la personne. Dans une autre affaire, et là, cette fois, on va voir que la jurisprudence va se livrer à une analyse, et là, elle ne va pas retenir la responsabilité. Donc, dans cette affaire, donc pour illustrer un autre cas où là, la responsabilité de l'établissement ne va pas être retenue. La dame fait une chute dans l'escalier intérieur de la maison de retraite et ses enfants donc, reprochent à l'établissement de ne pas avoir interdit l'accès de cet escalier à leur mère et donc d'avoir failli à son obligation de vigilance. Et la juridiction va rappeler que les résidents disposent des droits et libertés individuelles qui sont garantis à toute personne accompagnée, que seule une obligation de vigilance de moyens incombe à l'établissement, parce que justement l'obligation de résultat serait incompatible avec le respect de la liberté d'aller et venir, et que cette obligation de vigilance de moyens s'apprécie au regard du comportement antérieur du résident et de la connaissance de ce comportement par l'établissement. Donc on voit vraiment là que le juge va souvent vraiment voir si l'établissement savait et si oui, qu'est-ce qu'il a fait. Et sinon, eh bien sinon, ici les renseignements donnés à l'admission mentionnaient que la personne était valide, qu'elle se déplaçait seule et qu'elle n'avait pas fait de chute antérieurement. Et donc, dans ces conditions, la responsabilité de l'établissement pour violation de son obligation de vigilance n'est pas engagée parce que justement, il n'a pas fait de faute à cet égard. Compte tenu des renseignements qu'il avait et des connaissances qu'il avait de la personne, il a mis en œuvre les moyens normaux et nécessaires d'accompagnement de cette personne. Il n'a pas commis de faute. Toujours sur l'obligation de sécurité de moyens, un autre cas où la responsabilité est engagée cette fois. Donc là, on est dans les hypothèses où une personne quitte en fait l'établissement de manière imprévue. Et donc là, la résidente a quitté l'établissement et est décédée accidentellement d'hypothermie. Et elle avait en fait utilisé une porte de sécurité incendie qui dysfonctionnait. Et donc, le juge raisonne et dit en fait que l'obligation de sécurité qui pèse sur la maison de retraite implique qu'elle mette en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité physique des résidents. Et donc, ça suppose que les installations soient conçues pour ne pas présenter de danger pour ces résidents. Et donc, si l'établissement n'a pas failli à son obligation de vigilance, en revanche, l'absence de réparation de la porte de sécurité incendie, dont le dysfonctionnement a permis la sortie de la résidente, va constituer un manquement à son obligation de sécurité. Je voulais juste terminer par un cas où la responsabilité n'avait pas été engagée. Donc, toujours une personne qui quitte l'établissement. Donc, suite au décès de leur père, donc j'avais laissé le terme fugue, mais en fait, ce sont les termes qu'on retrouve dans les arrêts, même si ce sont des termes qui ne sont pas adaptés. Donc, la personne avait quitté l'établissement de manière impromptue et les enfants, et elle était décédée. Donc, les enfants ont agi en responsabilité civile contre l'établissement pour manquement à son obligation de sécurité, forcément. Et donc, dans cette affaire, le juge ne va pas retenir la responsabilité de l'établissement.
Et donc, les motifs, c'est que la famille a placé la personne âgée dépendante en connaissance de cause dans un établissement ouvert qui vise à héberger ses résidents dans le respect de leur citoyenneté et de leur dignité. Donc là, on voit qu'il y a un établissement qui a bien fait ses devoirs et qui a vraiment des documents cohérents au niveau de la liberté d'aller et venir, une famille qui a été parfaitement informée. Et donc, c'est dans ce contexte que la personne âgée, qui n'était ni droguée, ni attachée, ni enfermée, a pu s'échapper. Et donc, l'établissement qui surveillait étroitement l'intéressé, parce qu'il était parti quelques heures auparavant, lui avait posé un bracelet qui devait déclencher la sonnerie de la porte. Mais en fait, la personne âgée a déjoué cette précaution en arrachant le bracelet de son bras. Et donc, il est suffisamment démontré que les précautions raisonnables avaient été prises et que l'obligation de sécurité avait été assurée. Là, je vous parlais de responsabilité civile jusque-là. Ouais. En fait, il y a deux types de responsabilités qui peuvent être engagées, la responsabilité civile, la responsabilité pénale. J'arrivais à la responsabilité pénale. Toutes les affaires que j'ai évoquées jusque-là, c'est la responsabilité civile de l'établissement qui était mise en cause. Alors, lorsque on recherche la responsabilité civile d'une personne, d'un établissement, en fait, ça va se traduire, si cette responsabilité est retenue, par des dommages et intérêts. Ce sont des conséquences financières. Et sur des montants qui peuvent être très élevés ou pas tant que ça? Les montants, il y a eu les plus élevés que j'ai croisés, c'est autour de 50 000 euros. Voilà. Sinon, également, j'ai pu voir d'autres montants comme 10 000 euros. Voilà. D'accord. Non, c'est pour avoir une idée. Ouais. D'accord. Et j'imagine que les assurances professionnelles ou qu'il y a des soutiens juridiques ou des prises en compte de ces risques par les assurances? J'imagine, oui. Il faut regarder la police d'assurance. Après, il y a des assurances responsabilité juridique. D'accord. Qui viennent couvrir ce genre de risque. Oui. Et apporter une aide aussi. Parce que il faut couvrir la responsabilité, mais avant, il y a aussi le procès, les frais d'avocat, si on souhaite se faire accompagner. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut, si jamais on souhaitait s'assurer, il faut regarder sa police d'assurance, ce qu'elle prévoit, éventuellement prendre une assurance juridique supplémentaire, en regardant bien aussi comment c'est rédigé, évidemment. La responsabilité pénale, là, pour le coup, on va chercher à punir en fait une personne pour une faute qu'elle a commise. On ne va pas chercher à indemniser une victime. Elle est très très rarement engagée s'agissant des maisons de retraite. Même si elle peut être recherchée, par exemple sur les fondements de l'atteinte involontaire à l'intégrité ou encore à la vie de la personne ou sur le fondement de la non-assistance à personne en danger. Et donc la sortie imprévue d'un résident ne donne cependant quasiment jamais lieu à une condamnation pénale de l'établissement parce que ça supposerait en fait qu'il y ait eu une négligence ou un acte d'une particulière gravité qui a été commis. Et par exemple, on pourrait imaginer que l'établissement ne signale pas la disparition de la personne. Mais bon, voilà, donc il faudrait. Donc dans ces conditions, c'est très rare que les conditions d'application, qu'on puisse retenir une qualification pénale dans ces situations. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de secret de potion magique, de recette miracle. Donc, et j'ai voulu le montrer dans les arrêts de jurisprudence. Il y en a qui vont aller dans le sens de la liberté d'aller et venir et dire que la responsabilité de l'établissement n'est pas engagée si un dommage survient alors que la personne circulait librement. Et puis dans d'autres cas, malheureusement, la jurisprudence va considérer, enfin le juge va considérer, compte tenu de l'état de santé de la personne, de sa fragilité, l'établissement a failli à son obligation de sécurité et donc va considérer qu'il aurait fallu mieux surveiller cette personne. Donc c'est assez difficile en fait d'un point de vue juridique de prendre position. Il faut se prémunir, il faut poser un cadre préalable qui soit favorable pour permettre l'exercice de cette liberté. Il faut soutenir l'exercice de cette liberté, mais il faut quand même, et on le voit à travers
les décisions de justice, il faut quand même trouver un point d'équilibre avec l'exigence de sécurité. Donc, il y a des dispositifs qui permettent d'exercer la liberté d'aller et venir, mais il faut réussir en fait à équilibrer ça avec la sécurité. Il faut surtout, à partir du moment où on décide de vraiment favoriser la liberté d'aller et venir, ça demande de le faire de manière très cadrée. Les personnes âgées sont, sauf exception légale, sont libres de circuler en maison de retraite. Le problème, c'est comment équilibrer ça avec l'exigence de sécurité, sachant qu'après, de toute façon, il ne faut pas non plus dramatiser le risque juridique derrière. On parle de responsabilité civile et c'est une obligation de moyens, pas de résultat. Donc c'est ça aussi que je voulais dire. Par rapport à la crise actuelle, pour l'instant, à l'exception près d'un arrêt là, du Conseil d'État qui a évoqué la fermeture des établissements et l'a considéré comme justifiée dans la mesure où des exceptions étaient prévues pour les personnes en fin de vie ou en situation de décompensation. Il a considéré comme légitimes en fait les mesures prises par l'État. Donc c'est vrai que pour l'instant, on a assez peu de retours qui permettent de prendre position d'un point de vue juridique là-dessus. Le moyen le plus sûr quand même d'éviter tout souci, c'est quand même de se conformer aux différentes recommandations étatiques. Alors, il y en a beaucoup. Au niveau de ces recommandations, on est quand même passé d'une recommandation de fermeture de l'établissement, voire même de confinement dans les chambres, à quand même quelque chose d'un peu plus équilibré, moins tentatoire à la liberté. Donc là, maintenant, dans une situation où il n'est pas question, sauf cas très particuliers, de confiner les personnes âgées dans leur chambre. Et par ailleurs, les établissements ont été rouverts sur l'extérieur. Donc, mon premier conseil, c'est quand même de suivre les recommandations de l'État pour se prémunir après contre c'est le meilleur moyen de se prémunir et de montrer qu'on les a suivis. C'est le meilleur moyen de se prémunir après contre d'éventuelles actions en responsabilité. Après, il faudrait voir si vraiment un procès avait lieu, il y aurait confrontation quand même entre des recommandations étatiques, parce que tout ça, ce sont que des recommandations. Il n'y a rien de dur juridiquement. Donc, pareil, et qu'est-ce qui se passe si on confronte ça? Donc ça va venir nourrir en fait l'obligation de sécurité de l'établissement et le fait qu'il avait connaissance d'une crise et qu'il fallait qu'il prenne un certain nombre de mesures pour se prémunir contre les effets de cette crise sanitaire sur les résidents. Mais après, il faut confronter ça quand même avec des principes de liberté qui, eux, ont la même valeur juridique que les principes de sécurité. Après, pour certaines choses, par exemple, au moment où les établissements ont rouvert, d'un point de vue administratif, on leur demandait de faire un protocole. On leur demandait en fait je crois, de faire une sorte de protocole d'ouverture. Au bout d'un moment, là, on leur a dit effectivement que s'ils n'avaient pas le temps, la possibilité de le faire dans l'immédiat, qu'ils pouvaient quand même s'abstenir, parce que là, on était vraiment dans des demandes administratives qui n'avaient aucun fondement juridique. Voilà. C'est vrai que les pouvoirs publics marchent un peu sur des œufs autour des questions de liberté d'aller et venir et de liberté tout court d'ailleurs. Et il y avait eu une petite tentative dans le rapport rendu par Dominique Libault, qui par ailleurs est un rapport qu'on apprécie beaucoup. Mais quand il a traité en fait des questions de liberté d'aller et venir, justement, de liberté plutôt globalement, pardon. En gros, il a dit qu'il faudrait qu'en fait chaque établissement, à l'échelle de l'établissement, on regarde toutes les atteintes
aux libertés et qu'on y réfléchisse, en gros. Mais bon, déjà, l'établissement de fait et de droit, surtout, le fait déjà. Hein, c'est prévu, ça fait partie des thèmes de réflexion lorsqu'on rédige son projet d'établissement. Et surtout, comme vous dites, au bout d'un moment, ça sert plus à rien de réfléchir au sein de l'établissement. Aussi, il faut qu'il y ait un appui des pouvoirs publics, parce que c'est pas tout seul hein, que l'établissement, avec ses petits bras musclés, va promouvoir des valeurs de liberté si on l'attend au tournant, les autorités administratives l'attendent au tournant, les familles toujours dans l'idée hein, de protéger leurs proches l'attendent également d'une certaine manière au tournant aussi. Quoi. Donc on ne peut pas demander à l'établissement d'un côté de développer des principes de liberté et d'accompagner les gens en fonction de ces principes, et puis d'un autre côté le laisser tout seul se débrouiller avec ça et lui tomber dessus avec la plus grande sévérité dès que le moindre accident se passe. Ça, c'est pas possible. Et donc c'est pour ça que nous on a considéré que de ce point de vue-là, le rapport se trompait d'objectif et que c'était plutôt au niveau en fait des pouvoirs publics au moment où la réglementation ou la loi ou la réglementation est décidée qu'il faudrait se poser cette question. Est-ce qu'à chaque fois qu'on prévoit une nouvelle norme de sécurité, qu'on prévoit une nouvelle exigence d'encadrement, est-ce qu'on a réfléchi à l'impact que ça allait avoir sur la liberté des individus? C'est pas si on fait ça qu'au niveau de l'établissement ou qu'au niveau du service, forcément, ça aura une certaine limite. Il faut que ce soit un projet beaucoup plus global pour qu'il y ait un impact important sur la liberté des individus.